On nous appelle la Société de minuit. Séparément, on pourrait croire que nous sommes tous très différents les uns des autres. Nos passions, nos vies et nos histoires sont différentes. Nous ne fréquentons pas les mêmes écoles, ni les mêmes quartiers. La seule chose qui nous réunit, c'est d'avoir touché du doigt le surnaturel. Nous avons alors décidé de nous rassembler pour partager nos peurs, nos histoires bizarres et effrayantes. Les uns après les autres, nous reviendrons au cœur de nos angoissants souvenirs, aux frontières du paranormal. Si vous écoutez cet enregistrement, c'est bien parce que, vous aussi, vous partagez cette fascination pour l'étrange. Vous êtes les bienvenus, mais attention, préparez-vous à sortir de votre zone de confort, car les histoires que vous allez entendre se sont bel et bien produites. Depuis toujours, Alice ressent et voit des choses étranges dans la maison de son père. Sa petite sœur était trop petite pour s'en rendre compte. Quant à son petit frère, il refuse d'en reparler. Pourtant, Alice en est certaine. 3 entités habitent dans cette maison. Un jour, l'une d'elles se montre bien plus menaçante que les autres, au point de la terrifier. Des années plus tard, elle aura d'ailleurs la confirmation que ce qu'elle a vécu est bien réel. Cette histoire s'intitule L'homme, la femme et l'autre. Bonjour, je m'appelle Alice, j'habite en Grand Est et j'ai 37 ans. Je vais raconter une histoire, l'histoire de la maison dans laquelle j'ai grandi de ma naissance jusqu'à mes 17 ans. Mes parents sont séparés, donc cette maison-là, j'étais dedans, c'était les gardes alternés, donc j'étais dedans un week-end sur 2 et puis la moitié des vacances scolaires, avec mon père. J'ai grandi une partie avec mon grand frère et ma grande sœur qui ensuite sont partis en études. Et puis, toutes les histoires qui se sont passées dans cette maison-là, je les ai vraiment vécues avec mon petit frère et ma petite sœur. Donc mon petit frère a 4 ans de moins que moi, 4 ans et demi de moins que moi, et ma petite sœur 8 ans de moins que moi. Donc ma petite sœur se souvient pas de grand-chose. Mon petit frère, oui. Et c'est quelque chose qui le dérange fort et il a vraiment essayé d'oublier, de se dire que c'était son imagination, etc. En revanche, moi, j'étais vraiment dans les bons âges, on va dire, surtout jusqu'à 17 ans, pour être sûre de ce que je voyais, sûre de ce que j'entendais, de ce que je vivais, même si, au fur et à mesure des années, il y a toujours un moment où on se dit est-ce que vraiment j'ai vécu ? Est-ce que c'est vraiment arrivé ? Et je sais que oui, parce qu'il y a quelques années, ce que je raconterai plus tard, j'ai eu une confirmation de tout ce dont je me souvenais et de toutes les histoires. Mon petit frère et ma petite sœur sont d'une 3e femme. Mon grand frère et ma grande sœur, c'est une première femme. On a tous notre papa en commun, mais on a tous été élevés vraiment dans un esprit de fratrie qui est plus important que tout le reste. Donc demi-frères et sœurs, pour nous, ça n'existe pas. On est vraiment très très liés, etc. Cela dit, c'est une famille avec des gros secrets, beaucoup de problèmes, de la violence, un papa très caractériel, très bienveillant aussi, bizarrement. Il y avait un peu les deux. C'était un papa qui nous apprenait plein de choses, qui pouvait être très présent et en même temps qui pouvait nous faire assez peur. On marchait un peu sur des œufs. Voilà, il y avait des colères des fois qui étaient assez importantes. Donc l'ambiance dans la famille, autant ça pouvait être joyeux quand on était entre frères et sœurs, on jouait tout le temps, on se marrait tout le temps, c'était vraiment chouette. Mais en fait, c'était très pesant. Il y avait une ambiance très lourde. Il y avait beaucoup de non-dits, des sales histoires de famille. Cette maison-là, elle avait une ambiance très particulière. C'est une vieille maison qui a été reconstruite après-guerre. Je l'ai demandé à mon père. Alors, il n'a pas su me donner les dates exactes. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a été reconstruite, qu'elle existait depuis longtemps. C'est une très très grande maison de maître, très sombre aussi. À l'arrière, il y avait une cour, on avait une grange, on avait un immense jardin. C'était pleine campagne. Mon père, à l'époque, l'avait acheté aux enchères à la bougie.
Les enchères à la bougie, en gros, c'est comme des enchères classiques, sauf que il y a une bougie qui est allumée, chacun fait ses offres, et au moment où la bougie s'éteint, c'est la dernière offre qui est prise. Donc mon père a déjà acheté cette maison-là d'une façon particulière. En plus, des maisons aux enchères, généralement, c'est pas pour rien. Et ça, c'est pareil, on sait pas exactement pourquoi elle a été vendue de cette manière-là. Le rez-de-chaussée avait été un bar à un moment, et quand mon père l'a acheté, il y avait encore la licence 4 avec. Donc il y a énormément de choses qui se sont passées dans cette maison. C'était une maison qui tendait tout le monde. Il y avait quelque chose de lourd. Mes parents sont pas du tout là-dedans. Donc autant quand j'étais chez ma mère, chez qui j'étais le plus souvent, on parlait pas de ça du tout. Et mon père, alors lui, c'est le plus cartésien de la Terre. Tout a une explication. Il pourrait voir n'importe quoi devant le nez, il trouverait tout de suite une explication. Donc j'ai pas du tout été élevée là-dedans. En revanche, je sais qu'ils m'ont dit que depuis que je suis petite, il y avait des choses que je voyais qui me faisaient paniquer, qui me mettaient dans des angoisses mais terribles. Et il y a une histoire que je trouve assez chouette et assez troublante, qui est pas dans cette maison de mon père, mais plus pour dire que j'avais comme une espèce d'appétence un peu pour ça depuis que je suis petite. C'était pas avec mon père, c'était avec ma mère et ma grand-mère. On était partis visiter une partie des châteaux de la Loire. J'étais vraiment petite, je devais avoir 4 ans. J'y étais jamais allée. Mon père m'avait jamais amené là-haut et on n'y était jamais allé avec ma mère. Et il y a un des châteaux de la Loire, je sais plus lequel, où quand je suis descendue de la voiture, qu'on est rentré dedans, j'étais super contente et j'ai dit quelque chose à ma mère et ma grand-mère du genre ah cool, on est revenu ou un truc comme ça. Et je connaissais l'intégralité du jardin. Je courais partout, je leur disais venez, on va à la fontaine, venez, on va voir ci, venez, on va voir ça. Et donc elles m'ont regardé un peu comme ça et elles savaient que j'avais jamais mis les pieds, que j'étais jamais allée visiter les châteaux de la Loire. Bon, moi ça je m'en souviens plus, évidemment, j'étais trop petite. Pour le coup, c'est vraiment cette maison de mon père dans laquelle j'ai grandi qui m'a fait croire à tout ça. J'avais même pas eu besoin de douter parce que c'était tous les jours. C'est pas comme dans les films d'horreur où il se passe quelque chose la nuit, c'est le jour, la nuit, tout le temps. Tout le temps, il se passe des choses. Et c'est pas des choses secrètes où d'un coup on va apercevoir quelque chose, où il y a une seule personne qui va voir ça. Nous, quelque chose de très fréquent, on était à table et ça marchait en haut. Tout le monde était autour de la table, ça marchait, ça ouvrait les portes, on entendait en haut. Et mon père disait des trucs du genre c'est des rats, on n'a jamais eu de rats dans la maison, on avait ni chat ni chien, il y avait que nous. Donc ça c'est des choses que tout le monde entendait. Nous on pouvait le dire entre frères et sœurs, sauf que notre père nous coupait tout de suite. C'était non, faut arrêter vos bêtises, c'est pas ça, c'est des rats, c'est du vent. Alors même si toutes les fenêtres étaient fermées, qu'il y avait pas un brin de vent, qu'on était en hiver, tout ce que tu veux. Et c'était pas, il fallait pas qu'on en parle, où on voyait que notre père avait peur à faire un petit peu l'autruche, genre non, il se passe rien, j'entends rien. C'était arrêtez vos bêtises, arrêtez de dire n'importe quoi, soyez pas idiots. Donc on entendait, ça marchait, c'était comme ça. Et il y avait pas que nous, il y avait les gens aussi quand on était là, qui entendaient des choses, des portes qui s'ouvrent, des pas, enfin ça marche, ça vivait quoi. Ça vivait en haut. On avait toujours cette espèce de... Tu sais, hop, tu te raidis un petit peu, parce que tu sais que c'est pas normal, t'écoutes, puis après tu continues ta vie, parce que t'aies peur ou pas, dans tous les cas, c'est là et ça continue. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette maison-là, moi, je ressentais clairement 3 entités. Pour moi, il y avait une femme qu'on voyait peu, c'était plutôt les hommes qui la voyaient. Un homme qui était souvent présent, on va dire, mais qui semblait pas malveillant, plutôt taquin, ou alors j'existe. Et une 3e entité, on va dire, que moi j'identifie plus comme un homme. Cela dit, c'est pas une identité que je vois clairement et que je me représente comme un humain, comme les 2 autres, l'homme et la femme. C'est pas parce qu'on m'a dit peut-être qu'il y a une femme, peut-être qu'il y a un homme, etc. Moi, comme je suis née et que j'ai habité dans cette maison-là et que j'y suis restée jusqu'à mes 17 ans, je me souviens pas du tout d'une première fois où j'ai pu identifier la femme, l'homme ou l'autre. Et pour moi, tous les événements, toutes les choses qui se passaient dans cette maison, ça venait de ces 3 entités-là.
Mes frères et sœurs sentaient des choses, je sais pas s'ils voyaient ces mêmes entités-là ou s'ils les ressentaient de la même façon que moi. En revanche, mon père n'y croyait pas du tout et ne voulait rien savoir. Il avait beau entendre des choses, etc. Pour lui, c'était rien. Il y avait rien du tout. Ce qui se passait tout le temps, c'était vraiment d'un coup les pièces qui changent d'ambiance. Comme quand quelqu'un arrive derrière toi. C'est toujours des trucs du coin de l'œil. Et t'es pas spécialement bien. Quand je voyais que c'était plus loin ou que c'était plus au global, dans le bas de la maison, dans le haut de la maison, ça me faisait pas peur parce que j'étais habituée, il y avait toujours cette espèce de petite crainte, mais ça faisait pas peur. Les choses qui me faisaient vraiment peur, que j'aimais pas, même quand j'étais plus vieille, même à mes 17 ans, c'est les souffles sur le visage. Alors là, c'était plus la nuit, c'était des souffles qui se rapprochent de plus en plus et des fois qui changeaient de sens. Tu sentais une fois sur la joue droite, une fois sur la joue gauche. Ça me faisait peur parce que c'était trop proche de moi. Je bougeais pas et j'ouvrais surtout pas les yeux. J'ai occupé plusieurs chambres dans cette maison-là, mais celle où je sentais les souffles, c'était toujours la même. Dans cette chambre-là, notre père nous avait construit des mezzanines pour qu'on ait toute la place pour jouer en bas et puis qu'on ait nos lits en haut. Et quand j'étais petite, je collectionnais les lapins. Et j'avais eu un lapin magnifique en fonte. Et un lapin en fonte, c'était un lapin qui devait faire 4 kilos. Et on avait des belles cheminées. Tu sais, comme c'était une vieille maison, on avait du beau parquet, des belles cheminées, des grandes fenêtres. Ce qui empêchait pas la maison d'avoir une ambiance bizarre et sombre. Et mon lapin était posé sur la cheminée. Et je me suis fait réveiller parce que j'entendais qu'il y avait quelque chose qui glissait sur la cheminée. Tu sais, comme quand tu tires une chaise au sol. Je sentais qu'il y avait un objet qui bougeait. Et en fait, ça a fait un gros blam! Et le lapin, en fonte de 4 kilos, avait été poussé ou tiré ou je sais pas quoi, et était tombé de la cheminée et avait pété le marbre de la cheminée en bas. Et ça, on peut pas parler de coup de vent. On peut pas parler de coup de vent sur de la fonte qui fait un petit lapin en fonte qui fait 4 kilos. Donc c'était des choses comme ça. Il y a eu quelque chose aussi, alors ça je crois que ça s'est passé plusieurs fois, mais je me souviens d'une fois en particulier, où on s'est réveillé un matin et toutes les photos de nous dans la maison étaient retournées. Donc les cadres qui étaient au mur étaient retournés, les petits cadres qui étaient posés sur des meubles étaient retournés comme si... pour plus qu'on voit nos têtes un peu. Les souffles que je sentais et l'histoire du lapin en fonte qui est tombé, ça je pense que je devais avoir 7 ans. Là, les cadres qui se sont retournés, c'était peut-être l'année d'après ou 2 ans après. Quand j'avais 14 ans, mon père avait voulu, pour me faire plaisir, comme j'étais ado, faire en sorte qu'au rez-de-chaussée, son atelier me le transforme en chambre. C'était pour que je sois tranquille, voilà. T'es ado, t'es tranquille, mais moi, jamais de la vie, je voulais être dans une chambre en bas. C'était des endroits où il se passait le plus de choses. Il fallait traverser une immense salle à manger. Quand je te dis immense, ça prenait les 2/3 de la façade de la maison. L'atelier de notre père, où il a fait ma chambre, était au bout de cette salle à manger-là, et c'était une pièce avec mes frères et sœurs. On ne voulait pas y aller. Et je me suis retrouvée là-bas. J'ai rien osé dire à mon père et c'était horrible, je dormais pas, je faisais des crises d'angoisse alors que j'avais l'habitude de cette maison-là. Tu sentais les présences comme tu sens la présence de ton enfant ou de ton conjoint. Mais c'est pareil, t'as l'ambiance qui change d'un coup et tu sais. Et puis, c'était le soir, il était pas tard en plus, j'étais en train de bouquiner, j'écoutais de la musique. C'était pas des moments où j'étais stressée ou en alerte. Et c'était derrière la porte. Et ça restait longtemps, mais vraiment longtemps. Et je me suis dit, bon allez, ça va partir au bout d'un moment. Et je faisais comme si il se passait rien. Donc je continuais à lire. Et c'était de plus en plus présent. Et je commençais à ressentir un malaise de plus en plus profond. Et puis à un moment, j'ai levé les yeux de mon bouquin. Il était rentré dans la chambre et là, je l'ai vu. C'était quelqu'un d'assez grand, fin. Pas un gabarit trop imposant non plus, vraiment un gars assez lambda qui devait avoir, je dirais entre 50 et 60 ans, brun, enfin les cheveux assez noirs, assez foncés avec une barbe et puis un costume assez ordinaire noir. J'arrive pas à me souvenir, j'arrive pas à discerner les traits de son visage. Je l'ai vu, ça a dû durer 1 seconde. T'as une image qui est imprimée.
Pour le coup, je l'ai vraiment vu et c'est la seule fois où j'ai vu un des 3 vraiment visiblement. Pourtant, je sais à quoi il ressemble. Tu les vois quand même du coin de l'œil, mais ton cerveau arrive quand même à capter les habits, les démarches, les postures, tu vois quand même. Comme c'est là depuis que je suis née, pour moi, ils sont là. C'est comme si ça avait toujours été là, je sais qu'ils sont là, et peu importe la journée, il va se passer des choses de toute façon. Mon père avait une espèce d'habitude, c'est qu'après le repas de midi, il faisait toujours une sieste dans le salon. Le salon était collé à la cuisine. Et je me souviens que on l'avait entendu se réveiller en faisant un « Ah !» comme ça. Et donc on est arrivé, en se demandant ce qui se passait. Il nous dit qu'il a vu quelque chose et il dit « Mais ça devait être les rideaux du salon, quelque chose comme ça. » En fait, il nous dit qu'il s'est réveillé parce qu'il sentait quelque chose et quand il a ouvert les yeux, il a vu une femme dans une grande robe devant lui. Moi, je l'avais déjà vue, cette femme-là. Que dans la salle à manger. Toujours habillée de la même façon. Elle avait une robe jaune. Elle avait une grande robe jaune. Les rideaux du salon étaient jaunes. C'est pour ça que mon père en a déduit ça. Et c'était très rapide. Et c'était une femme que les hommes voyaient. C'était toujours, j'ai cru voir, mais ça devait être une lumière, ça devait être une ombre. J'ai dû rêver, ça devait être dans la rue ou quelque chose comme ça, parce qu'il y avait la route qui passait devant la maison. Mais à chaque fois, c'était des hommes qui racontaient ça, qui avaient l'impression d'avoir vu quelque chose, parce que c'est toujours du coin de l'œil et pas vraiment devant toi, sauf mon père qui l'a vu très clairement. Mon petit frère, ma petite sœur et moi, on était tout le temps ensemble. On jouait tout le temps ensemble. Et c'est vrai que j'étais peut-être un petit peu plus avec mon petit frère parce qu'on avait que 4 ans et demi d'écart. Donc on avait tendance peut-être à plus jouer ensemble. On jouait ensemble, on regardait beaucoup de films. Et vers mes 14 ans, donc mon petit frère avait 9 ans et demi, 10 ans. C'était en plein après-midi de week-end et on regardait un film dans sa chambre. On avait tous des très grandes chambres comme c'était une très grande maison. Et mon petit frère avait une chambre c'était une pièce où moi j'aimais pas y être. J'aimais pas y dormir. Parfois je dormais avec lui parce qu'on aimait bien rester ensemble les soirs. J'aimais pas y être. C'était la chambre qui était la plus proche du grenier. Et donc le lit de mon petit frère était au bout de la pièce, complètement à l'opposé de la porte. C'est important de dire ça. Et on regardait la télé, on regardait un film un petit peu cool. Et nous, comme on est une famille nombreuse, il y avait très souvent des coupures de courant. Mais parce que t'allais avoir une machine à laver, un sèche-linge à micro-ondes, un four qui tourne en même temps, les télés parce qu'on regardait des trucs. Donc mon petit frère et moi, on regarde le film et il y a une coupure de courant. On se retrouve dans le noir complètement. Sauf qu'en fait, on voit que sous la porte de mon petit frère, il y a la lumière du couloir. Donc c'est la lumière de la chambre qui s'est éteinte et on voit, tu sais, les petites LED sur la télé et sur le lecteur DVD qui sont comme si c'était en veille, quoi. Et donc là, on s'est rendu compte que c'était la chambre, que c'était pas la maison. La LED de la télé et la LED du lecteur DVD étaient un peu en décalé. Et en fait, on les a vus s'éteindre l'une après l'autre parce qu'il y a quelque chose qui est passé devant. On a été tétanisés, sauf que moi, je me suis levée et j'ai couru jusqu'à la porte de la chambre pour allumer la lumière. Et donc la lumière s'est allumée et il n'y avait rien du tout. Et à peu près vers le même âge, mon père avait eu la riche idée, comme on était une famille nombreuse, d'aménager une partie du grenier, donc qui était collée à la chambre de mon petit frère, pour faire toilette, buanderie et salle de bain. La chambre de mon petit frère avait un mur commun avec la salle de bain. Et le matin, c'était toujours au premier qui allait arriver à la douche. Donc on courait. Bon, ce matin-là, c'était moi qui avais gagné. Et donc j'étais dans la douche et je m'amusais à toquer au mur pour que mon petit frère m'entende de sa chambre. On faisait ça. On faisait les mêmes bruits. On toquait et puis on se répondait et c'était pour rire, quoi. Et au bout d'un moment, je trouvais qu'il était un peu usant. Parce qu'il avait beau être plus petit que moi, il toquait beaucoup au mur, il tapait beaucoup au mur, et au début je répondais, c'était rigolo, et puis après c'était un peu pénible. Tu vois, genre c'est bon, là maintenant on a compris. Et donc je finis de me doucher, je sors de la salle de bain, et puis je descends, et ils étaient donc avec mon père, mon frère et ma petite sœur, étaient en train de regarder C'est pas sorcier à la télé, pour ceux qui connaissent.
Et je dis à mon petit frère, t'étais quand même t'étais pénible, là c'est bon, on avait compris, c'est rigolo 2 secondes, mais arrête de taper tout le temps au mur, ça devenait chiant en fait quand j'étais sous la douche. Et ils m'ont regardé, et mon père m'a dit, mais on regarde, c'est pas sorcier depuis tout à l'heure, ton frère était pas dans sa chambre, il est pas monté. Et donc c'était des choses comme ça, où je me suis dit, en fait, je jouais avec quelque chose qui était pas mon petit frère, donc ça fait bizarre. Mais tu sais, il y a tellement de choses comme ça qu'au bout d'un moment, c'est comme si t'étais habitué et t'es un peu fataliste du genre, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? C'est arrivé, c'est arrivé. Mon père, quand quelque chose le dérange, il crie. Il crie et il s'énerve. Donc moi, je préférais vraiment vivre ça que de me prendre les foudres de mon père qui me croit pas. C'est encore pire. Tu sais, quand toi, tu vis des choses comme ça, que t'es pas rassuré, que parfois ça te fait peur, et qu'en plus tu veux en parler et que l'adulte qui est responsable de toi te croit pas, c'est pire. Donc autant rien dire. Tu sais, quand tu veux être rationnel, je pense que t'arrives à l'être. Quand vraiment t'as pas envie de croire à tout ça et que t'as pas envie d'avoir peur, parce qu'attention, mon père, il fallait que c'était un homme, voilà, il fallait pas pleurer, il fallait pas être triste, il fallait pas avoir peur, tu vois, il était comme ça. Donc je pense que plus tu te le répètes, plus tu le deviens vraiment. Donc je pense qu'il y a des choses qui devaient pas s'expliquer et qui devaient juste se dire, c'est pas parce que je sais pas l'expliquer que c'est réel. À l'époque, mon père avait une compagne qui était absolument adorable, qui était beaucoup plus ouverte que lui. Mais elle lui en parlait pas non plus parce que, encore une fois, il fallait pas parler de ces choses-là à mon père. Je faisais beaucoup de crises d'angoisse à ce moment-là, vers mes 14-15 ans. Période assez lourde pour moi. Je me faisais harceler au lycée quand j'étais en première. Et le fait d'aller pas bien la semaine, d'aller chez mon père le week-end où je savais que c'était une maison qui était lourde, ou que peut-être j'allais avoir peur, peut-être qu'il allait se passer des choses, je faisais beaucoup de crises d'angoisse. Et donc la conjointe de mon père était beaucoup là parce qu'elle en avait fait quand elle était plus jeune. Des angoisses, elle était très compréhensive et tout. Et une fois, je lui avais dit, tu sais, moi, cette maison-là, je suis pas à l'aise dedans. Il y a des choses qui vont pas. Dans cette chambre-là, en plus, je me sens pas bien. Et j'avais pu lui dire parce que je lui faisais confiance. Et je me souviens, elle s'était assise à côté de moi. Elle m'avait dit, Alice, je sais qu'il y a des choses dans la maison. C'est particulier. Je comprends que tu sois angoissée et je comprends tes idées par rapport à la maison. Ça m'a rassurée, et d'un autre côté non, parce que du coup tu sais qu'il se passe vraiment des choses. Elle m'a pas dit ce qu'elle voyait, ou ce qu'elle avait vu, ou pourquoi elle disait ça, mais elle m'a dit je sais. Au même moment, ce que j'adorais, je sais pas si tu regardais ça aussi, mais les samedis soirs, il y avait Jackass sur MTV. Et moi, j'adorais ça. Et évidemment, mon petit frère et ma petite sœur n'avaient pas le droit de regarder ça avec moi. Bon, des fois, ils sortaient de leur chambre et je le disais pas et je les faisais regarder. Mais bon, c'était quand même... c'était pas pour les tout petits. Il y avait des choses qui les faisaient un petit peu... qui les faisaient quand même marrer, mais j'avais l'habitude de regarder ça seule et c'était tard. C'était tard sur MTV, je crois que ça se terminait vers 1h du matin. Et donc moi, j'avais l'habitude d'être toute seule. Généralement, je me faisais ma petite tisane, je mangeais du chocolat et je me marrais devant Jackass jusqu'à 1h du matin. Et tout le monde était couché. Et je parlais des coupures de courant qu'il y avait souvent avec tous les appareils qui étaient en même temps, qui tournaient en même temps dans la maison. Là, pour le coup, il y avait que la télé et le micro-ondes parce que je faisais chauffer l'eau de ma tisane au micro-ondes. Et donc, il y a une fois, coupure de courant générale. Mais sauf qu'il fallait que je sorte du salon, je passe par la cuisine, que je traverse le couloir et que j'aille dans l'immense salle à manger parce qu'il y avait le compteur qui était au bout. À l'époque, il n'y avait pas de flash sur les portables, par exemple. Je ne pouvais pas m'éclairer, donc j'étais éclairée par la lumière de la rue ou les lampadaires où j'arrivais à voir à peu près. Je traverse tout ça et je traverse tout ça avec vraiment cette impression qu'on me regarde. Et puis tu sais, c'est très bizarre parce que la présence, tu la sens un coup à gauche, après tu la sens à droite. Tu vois, ça vole comme ça tourne, ça glisse, je sais pas comment expliquer ça. Donc je rallume tout. La télé s'était mise en veille, puisqu'elle avait été coupée. Le micro-ondes s'était arrêté, donc il y avait plus que la lumière, que l'ampoule de la cuisine. Je retraverse la salle à manger, puisque ça s'est rallumé. J'arrive au bout de la salle à manger, ça se réteint.
Et donc j'entends de nouveau le clac du tableau électrique. Et je me dis, finesse, il faut que je retraverse toute la salle à manger. Je fais demi-tour, je le remets, je repars au bout de la salle à manger et ça a claqué comme ça 4 fois. Et je me suis dit, en fait, je vais même pas le rallumer, je vais aller courir dans ma chambre et je vais m'enfermer. Et puis en fait, c'est passé. Donc j'ai pu finir Jackass avec ma petite tisane tranquille. Mais c'était vraiment des choses comme ça qui m'ennuyaient. Et la pire chose qui m'est arrivée, donc c'était à cet âge-là. Là, j'ai eu peur. Là, je me suis vraiment sentie en danger. Et c'est la pire chose qui m'est arrivée dans cette maison-là. Le premier Harry Potter était sorti au cinéma. Et moi, je l'avais vu la semaine d'avant. Et mon père voulait emmener mes frères et sœurs le voir. On habitait à 20 minutes en voiture de la ville la plus proche. Donc nous, on était dans un village. Après, il y avait le temps de se garer, la durée du film, et puis le temps de revenir. Donc moi, je savais que j'étais l'après-midi complet seule chez moi. Je me souviens que c'était en hiver, il faisait très froid, mais il y avait un soleil incroyable. Il faisait très très beau, et c'était une chouette journée. Et moi, qu'est-ce que je fais ? Je me dis, je vais aller sur l'ordinateur qu'il y avait dans la chambre de mon père. Donc la chambre de mon père est à l'étage avec toutes les autres chambres. Et puis, je commence à aller voir mes mails, à chatter un petit peu avec des copains. Et je me dis quoi ? Je me dis, je vais aller sur des sites et je vais lire des trucs sur du paranormal. Parce que forcément, moi, ça m'intéressait, et toujours maintenant, je trouve ça génial. Ça m'intéresse vraiment. Donc, je me dis, je vais sur l'ordinateur, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'ordinateur était dos à la porte. Et la porte de mon père ne se fermait pas. Le loquet, en fait, rentrait pas correctement dans l'encadrement de la porte. Donc vraiment, si tu voulais la fermer, la porte, il fallait que tu mettes un petit verrou, ce qui était pas nécessaire. De toute façon, j'étais toute seule. Je lis mes petits articles, mes petits témoignages, des trucs comme ça qui me font pas peur. Je lisais des trucs sur plein d'histoires de folklore, des choses comme ça. Bon bref, et je reste sur l'ordinateur peut-être pendant 30 minutes, un truc comme ça. Et quand je parlais de l'ambiance qui change, l'ambiance s'est mise à changer, mais d'un coup. Et quand je parlais des 3 entités, donc la femme, l'homme et l'autre, que j'arrive pas à personnifier, c'était l'autre. C'était le dernier qui était jamais là, mais quand on le sentait, c'était terrifiant en fait. Je fais un peu la maline comme ça à dire oui, j'avais rarement peur. Des fois, j'étais un peu angoissée ou tendue, mais rarement peur, ce qui est vrai avec les autres. Pas du tout avec le 3e, pas du tout avec cette autre entité-là. J'étais vraiment terrifiée. Et il a beau faire jour, il a beau faire très beau, il a beau avoir un super soleil, etc. T'as tous tes sens qui se mettent en alerte et t'es terrifiée. Donc il était derrière la porte de la chambre. Et là, j'entends la porte de la chambre qui claque. Comme s'il y avait un petit courant d'air, justement, ça faisait tac, tac, tac. Et c'était pas des petits claquements, justement, de courant d'air, c'était bizarre. C'était un truc qui était pas naturel. C'était comme poussé, c'était bizarre. Je suis tétanisée, je regarde la porte qui claque. J'ai des frissons quand j'en parle, c'est toujours pareil. J'ai 37 ans, ça fait plus de 20 ans, j'ai toujours des frissons quand je parle vraiment de cette histoire-là. Et donc la porte claque comme ça. Et je me souviens d'éteindre l'ordinateur directement, il fallait pas le faire à l'époque parce que ça pouvait tout foutre en l'air, de me mettre plus contre la fenêtre, côté jardin, et à me dire mais qu'est-ce que je fais ? Parce que moi, il fallait que je sorte de la pièce, si je voulais m'enfuir, il fallait que je passe par là. J'étais coincée, moi, dans cette chambre-là. Et là, j'ai les larmes aux yeux et j'ai des frissons à chaque fois que j'en parle. J'ai entendu le pire truc que j'ai entendu de ma vie. J'ai entendu un cri énorme qui venait de derrière la porte, mais qui a englobé toute la pièce. C'est un son qui s'est diffusé d'une façon qui n'existe pas. Quand t'as ta platine, que t'écoutes de la musique, tu sais d'où vient le son, tu sais où sont tes enceintes. Là, le son venait de derrière la porte, mais c'est comme si c'était rentré dans la pièce et que ça avait englobé d'un coup toute la pièce. Je peux pas expliquer mieux que ça. Et ce cri-là, à chaque fois, j'essaye de le décrire de la même façon parce que ça n'existe pas. C'est pas un cri qui existe. Ça a fait comme un cri d'homme, comme un cri masculin. Ça a fait comme un cri de bête.
comme une espèce de truc qui rugit ou je sais pas trop quoi. Et ça faisait aussi comme un bruit métallique. À chaque fois, je compare ça aux grandes structures en métal qui grincent. Tu sais, des grandes grues qui font des bruits comme ça. C'était ça, ce cri. C'était indescriptible. Donc il y a eu un énorme cri une première fois. Il y a eu un énorme cri une deuxième fois. Et là, je te jure que je me suis dit, mais je vais tomber dans les pommes. Je voulais pas rester coincée. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, tant pis, t'ouvres la porte et tu cours. Et donc j'ai ouvert la porte, j'ai couru et j'ai traversé un truc. Je l'ai senti partout dans le corps, j'ai traversé un mur. Un voile lourd, quelque chose de compact, quelque chose qui est là, que je vois pas. Il y avait rien, c'était pas trouble, c'était pas blanc, c'était pas noir, il y avait rien. Et j'ai couru, dévalé les escaliers et j'ai commencé à entendre courir derrière moi. Et j'entendais les pas, tac, 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 comme ça, et ça courait derrière moi. Je descends les escaliers, je traverse le grand couloir qui mène à la cuisine et ça galopait derrière moi. Et j'ai claqué la porte de la cuisine et c'est resté derrière. Et je me suis dit, je vais ouvrir la fenêtre et je vais sauter, je vais aller dans la rue. Et je sais pas, je vais aller ailleurs. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas dire aux gens ? Je me suis dit, tu vas mentir, dire qu'il y a quelqu'un chez toi, un voleur que t'as parfaitement vu, etc., alors que c'est pas vrai. Et je suis restée dans la cuisine, à fixer la porte de la cuisine. Ça a duré 10 minutes, un quart d'heure, c'est extrêmement long. Et d'un coup, pouf, plus rien. Toute l'atmosphère qui redevient normale, toute l'atmosphère qui se redétend, plus rien du tout. Et il s'est plus rien passé de la journée. J'étais choquée, le soir j'avais peur, mais pendant tellement longtemps. Et je voulais plus rester seule. Et malgré tout ce qui se passait dans cette maison-là, tout ce que j'avais pu vivre, sentir, voir, depuis autant d'années où j'étais pas rassurée, mais on apprend à vivre avec parce que de toute façon ça fait partie de ton quotidien. Là, c'était vraiment autrement. Là, j'avais trop peur. J'avais peur d'être toute seule. Je voulais plus être toute seule. Il y a des pièces, je voulais plus y aller. J'ai recommencé à dormir à l'étage pendant un moment. Le prétexte, c'était que je voulais profiter de mon frère et de ma petite sœur, d'être plus avec eux. Comme je les voyais moins souvent, tu parles. Tu vois, si, bien sûr que si, je voulais profiter d'eux, mais j'avais peur. J'avais ultra peur. Et puis après, je pense que c'est comme tout. Quand t'as des choses qui te font extrêmement peur, ton cerveau, il finit par les traiter et tu vis avec, t'oublies, je sais pas, tu digères un peu, comme ça. Quand j'avais 17 ans, mon père et sa compagne, donc celle qui m'avait rassurée, qui savait qu'il se passait des choses dans la maison, ils se sont séparés et mon père a décidé de lui revendre la maison. Il voulait changer de maison, il voulait pas se débarrasser de la maison, il voulait changer de maison et donc elle lui a racheté ses parts, elle a racheté la maison, elle est toujours dedans. Et c'est vrai que quand je vais rendre visite à ma famille, je passe devant cette maison, je regarde tout le temps à l'intérieur, j'essaye de voir quand il y a des lumières, j'aperçois des choses mais on voit mal de la route et je sais très bien qu'en fait, il suffirait que je toque ou que je l'appelle un jour, que je lui dise s'il te plaît, est-ce que t'accepterais que je revienne dans la maison, que je vois mon ancienne maison et tout, parce que je pense que ça me ferait plaisir. Mais je crois que ça me ferait peur aussi. Mais j'ai envie. J'ai envie parce que tu sais ce dont on se souvient quand on est plus jeune, même si j'avais quand même 17 ans la dernière fois que j'étais dedans, mais je pense qu'il y a des choses où ça me ferait peut-être un peu relativiser ou peut-être que non, je me souviendrai de choses ou peut-être qu'il y a de nouvelles choses qui se produiront quand je reviens dedans. Mais je crois que ça me fait aussi peur que ça me donne envie de revoir cette maison-là. J'ai beau raconter ces histoires et me souvenir de tout et des sensations que j'ai eues comme si c'était hier, il y a un moment où je me disais, est-ce que ça, tu l'as pas imaginé? Est-ce que ça, t'exagères pas? Est-ce que ça, tu t'en souviens vraiment? Et j'ai commencé à douter un peu de mes souvenirs parce que les choses, tu sais, quand tu les revis pas beaucoup ou que t'es plus sur le lieu, peut-être que ton cerveau essaye un peu de traiter l'information comme ça, du genre, tu sais, ça se trouve, c'est pas arrivé. Et donc, il y a eu tout un moment où je commençais à me détendre un peu là-dessus, à avoir moins peur aussi, à moins revivre, tu sais, quand je racontais les histoires qui se passaient. Et en 2018, donc en 2018, j'avais 30 ans, je reçois un appel de mon petit frère. Et il me dit, écoute Alice, il faut absolument que je te raconte quelque chose. Et il était chez notre oncle et notre tante, donc la sœur de notre père, qui eux sont très ouverts sur ces sujets-là. Eux, ils y croient. Ils s'y intéressent pas plus que ça, mais en tout cas, ils y croient. Ils sont ouverts.
Et il commence à parler de ça un petit peu avec mon petit frère. Donc mon petit frère, pas à l'aise là-dessus, il a toujours un peu envie de savoir, mais il a plus peur qu'envie de savoir. Et à un moment, il me dit, je leur ai demandé, et dans la maison de papa, vous avez déjà vu des trucs et tout? Et ils ont un peu rigolé, ils ont dit, vous savez, en fait, faudrait que vous en parliez à Alice, parce que elle se souvient vraiment de plein de choses, elle a plein de choses à dire et tout. Et mon oncle et ma tante ont dit à mon petit frère, mais Guillaume, votre père, il était terrifié de cette maison-là. Quand mon père a acheté cette maison, donc aux enchères à la bougie, il est allé voir mon oncle et ma tante et il a dit qu'il voyait des trucs. Et il a parlé d'une femme, et il a parlé d'un homme. Et ça, je l'ai su à mes 30 ans, sauf que moi, j'ai explosé de joie au téléphone. Quand mon petit frère m'a dit ça, où je lui ai dit, punaise, je suis pas folle, je savais que j'avais vécu ça, Et mon frère au téléphone, il était, arrête, je veux qu'on en parle. Mais il voulait quand même le dire, il voulait quand même m'en parler, pour me dire, écoute, notre oncle et notre tante, ils savent, notre père leur en avait parlé, et les endroits où mon père avait vu des choses, où il en avait parlé à mon oncle et ma tante, c'est tous les endroits où je voyais des choses. Je sais pas, peut-être que les entités restaient plus à des endroits que d'autres, etc. Et je l'ai su à mes 30 ans. L'année de mes 30 ans, j'ai su que notre père voyait des choses comme ça, que notre père avait eu peur de la maison. Tout ce que j'ai vécu vraiment avec le recul, je trouve que ça m'a donné une ouverture d'esprit sur ce qu'on comprend pas. J'y crois, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on expliquera plus tard, qu'on sait toujours juste pas expliquer, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est surnaturel, qui est paranormal? Je sais pas. Dans tous les cas, tout ce que je sais, c'est que ça existe. Et je sais que j'ai une vraie sensibilité avec ça. Je continue encore à l'heure actuelle à avoir des manifestations, à voir des choses, entendre des choses, etc. et avoir des choses probablement que j'attire. J'ai pas envie de m'ouvrir plus que ça. On m'a déjà demandé si je voulais pas essayer de voir si j'avais pas des dons. Et c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup, sauf que j'ai peur de jamais pouvoir refermer la porte, de plus pouvoir revenir en arrière et que ça m'envahisse la vie. Donc je me contente de ce que je vois, de ce que je ressens. Et pour le moment, ça me va très bien. Même si des fois c'est un peu désagréable, les 3/4 du temps quand j'y réfléchis, ça me fait plaisir que ça se manifeste auprès de moi. Vous êtes maintenant arrivé au bout de cette histoire. Avant de partir, venez me dire ce que vous en avez pensé en laissant un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram. Et n'oubliez pas, si vous aussi, vous avez le courage de vous plonger dans vos souvenirs les plus étranges, prenez contact avec moi, venez me raconter vos histoires et vous ferez vous aussi partie de la Société de Minuit. Ce podcast a été imaginé, réalisé et monté par votre hôte, Tatiana Benamou. Il est mixé par Dimitri Benamou et la musique du générique a été composée par Jérémy Marlon.